J'ai déjà évoqué Lippmann et Dewey, et notamment j'ai mis sur mon blog, sur le site des Amis de la Liberté, un abrégé du livre de Barbara Stiegler, Il faut s'adapter pour un nouvel impératif politique. Je crois que c'est au Seuil, aux éditions du Seuil. Et dans cet ouvrage, qui est ma principale référence pour cette conférence-là, Barbara Stiegler décortique le débat Lippmann-Dewey des années 20, et pas celui des années 30, parce qu'il se prolonge dans les années 30. Elle décortique le débat, et en particulier, elle le relie avec la question de l'interprétation de l'origine des espèces de Darwin, qui a fait l'objet tout au long du dernier tiers du XIXe siècle d'un débat sous l'égide en particulier de Herbert Spencer, qui a exploité indûment et malhonnêtement l'origine des espèces pour élaborer ce que l'on a appelé après le darwinisme social. Donc ça, c'est le contexte de ce débat Lippmann-Dewey. À la fin du 19e et au début des 20e, tout le monde se pose la question: comment philosopher après Darwin? Comment philosopher après l'origine des espèces? Alors, je vais aborder d'abord le contexte du débat Lippmann-Dewey, le contexte économique, le contexte philosophique et le contexte politico-culturel. Le contexte économique, c'est quoi? C'est la révolution industrielle aux États-Unis de 1890 à 1920 à peu près. Les Américains appellent cette période la Progressive Era, l'ère progressiste, ou l'ère des progrès, des grands progrès. Donc 1890-1920. C'est quoi cette ère progressiste? C'est l'apparition, la première apparition des grandes corporations, corporates, corporation, etc., tout ce vocabulaire, les grandes corporations, qui se mettent à investir aux États-Unis, pas encore en Europe, mais aux États-Unis, tous les grands secteurs d'activité économique. Donc, dans chaque grand secteur, il va y avoir 1, 2, 3, 4 grandes entreprises qui vont dominer le marché. Et ces entreprises, ces grandes corporations, elles sont dirigées par une classe nouvelle de gestionnaires, d'experts gestionnaires, qui annonce le tournant gestionnaire que nous connaîtrons bien plus tard. Deuxièmement, la grande caractéristique, c'est l'apparition des modes de consommation nouveaux, des produits nouveaux qui inondent le marché, qui se renouvellent avec des circuits, des durées de vie des produits qui tendent à se raccourcir. Troisièmement, c'est l'urbanisation galopante. Les villes gagnent en population d'une manière absolument extraordinaire. Et les moyens de déplacement sont en révolution également. J'ai évoqué la question, il y a les chemins de fer, bien sûr, mais un peu avant la Progressive Era, un peu avant. Hein, c'est un peu tout au long du 19e. Mais il y a surtout la voiture. Donc, la fameuse Ford T qu'on a évoquée. Il y a 40% des Américains qui ont une voiture Ford T dans les années 20 ou 30. C'est un truc de fou. Bon, et puis, encore autre chose, les techniques scientifiques de communication
se développe, et j'ai cité le nom, je ne sais plus quel jour, de Édouard Bernet. Édouard Bernet qui a créé la science de la communication d'entreprise. Son livre, il a un nom facile à retenir, Propaganda, et il est traduit en français aux éditions Zone. Un livre intéressant. C'est pas profond, c'est de la psychologie à la petite semaine, mais ça a été efficace. Édouard Bernet a marqué l'histoire américaine par l'efficacité de toutes les campagnes de promotion de produits qu'il a conduites. Elles ont toutes été couronnées de succès. Voilà, donc ça c'est le contexte économique. Quand tu parlais d'un nouveau mode de vie, je me suis dit, tiens, un frigo. Et je regardais, le frigo a été inventé en 1876 déjà, donc ça fait des produits en Allemagne par Linde. Encore. Oui, et donc évidemment, chacun voulait son frigo à un moment donné. Hein. C'est un des produits, d'un coup, tout le monde en veut. Hein. Oui, et là nous, le frigo, c'est quoi? C'est au moins un demi-siècle après. Le frigidaire. La marque frigidaire. De masse, c'est après la guerre. C'est après la guerre. C'est dans les années 50-60. 50, 60, 70. Ouais. Parce que ça s'est généralisé sur, je ne sais pas, au moins 20 ou 30 ans au moins. Ouais. Hein? Donc, alors que les Américains, ils ont eu ça, je ne sais pas quand. Je pense lors de la période dont je parle. Ouais. Ben, ma mère, elle avait ça s'appelle un icebox, et avec les livraisons de grands morceaux de glace que sa mère mettait dans. Mais à l'époque, elle était jeune, elle est née en 13. Oui. Ils n'avaient pas un réfrigérateur chez eux. À Détroit. C'était une grande ville. Oui. Tu vois, c'était pas. Donc il n'avait pas encore. Non. Alors, je ne sais pas exactement. Moi, je n'ai pas de souvenir de ne pas avoir eu. Tu n'as pas de souvenir de si vieille, mais dans toute ma jeunesse, il y avait toujours un frigo. Lave-linge, lave-vaisselle, dispositeur de déchets. Vous n'avez jamais ça eu en France, je crois? Ah non, on n'a pas le même âge, je pense. Dans la classe ouvrière, c'est très tard. Mes parents l'ont eu en 68. Oh bah oui, mais moi aussi. Et donc j'étais déjà largement... Moi aussi. Alors par contre, il y a un point qu'il faut vraiment souligner très fortement, parce que tout ce que j'ai dit sur la période est positif. Il y a un point qu'il faut vraiment fortement souligner, c'est que les relations sociales dans l'entreprise sont exécrables. Les relations sociales sont excessivement tendues. Et quand je dis ça, c'est les années 1890-1920, et le pire reste à venir, puisqu'après il va y avoir la crise. Hein. Après il va y avoir la crise de 29, et tout au long des années 30, évidemment, ça va être calamiteux. Bon, donc, contexte économique. Le contexte philosophique, je le disais par anticipation tout à l'heure, tout le monde se demande comment on fait pour philosopher après l'origine des espèces de Darwin, publié en 1859. 1859. Pour ce qui est de l'origine des espèces, et 1871 pour ce qui est de la descendance de l'homme. 1871, 12 ans après. Je pense que c'est très important de faire le lien entre ces deux ouvrages, puisque l'apport intégral de Darwin, il se compose de ces deux livres-là. Hein, The Origin of Species, l'origine des espèces, tout le monde voit. Le deuxième livre de 1871, c'est The Descent of Man, c'est-à-dire la filiation de l'homme. Et c'est là où Darwin applique la théorie de la sélection au social. Du coup, la Bible devient un peu obsolète. Et surtout,
surtout, je l'ai évoqué l'autre jour, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder un jour, je ne sais pas dans quel... Il faudrait que je trouve un interstice dans le séminaire pour ça. Et surtout, la théorie de la sélection de Darwin, quelque part, elle se retourne quand il l'applique au social, puisque finalement, il arrive à dire que la sélection ne sélectionne plus les plus aptes, mais les moins aptes. Et qu'il y a une escroquerie, comme le fait Spencer, à appliquer au social les thèses de l'origine des espèces, qui, elles, sont des thèses qui valent pour le végétal et l'animal, l'ordre végétal et l'ordre animal. Elles ne valent pas pour l'ordre humain ou social. J'ai un peu du mal à comprendre, à cause de Darwin, on ne peut plus philosopher. Je m'explique. Non, je ne dis pas ça. Parce que quelqu'un qui pose comme sujet de philosophie, qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est par l'existence de Darwin et ses écrits qui nous empêcheraient d'en parler. Ou plein d'autres sujets philosophiques. J'ai du mal à voir le lien entre les deux. Quel est le problème? C'est que il y a quelques grands philosophes, Jean le dirait bien mieux que moi, Hegel, Kant, par exemple. Là, je m'en tiens à la tradition européenne, évidemment. C'est la seule que je connais. Hegel et Kant, bon, il y a une façon de philosopher après Hegel. Il y a aussi une façon de philosopher après Kant. Et on peut remonter à Descartes, d'ailleurs. Il faudrait que je commence par là. Descartes, il introduit un tournant dans la manière de philosopher. Hegel, Kant, etc. Et Darwin, lui, qui n'est pas un philosophe, qui est anthropologue ou biologiste, je ne sais pas comment il faut le qualifier, eh bien lui, avec l'origine des espèces et la filiation de l'homme, il introduit aussi un tournant. Tout le monde se demande comment philosopher après l'origine des espèces. Je comprends mieux là. Voilà la formule. Oui, je vois. Voilà le sens. D'accord. Et le problème, c'est que les 12 ans d'intervalle entre l'origine des espèces et le deuxième livre, la filiation de l'homme, a été exploité en toute conscience, j'insiste là-dessus, exploité par Spencer pour appliquer l'origine des espèces au social. Tout le monde réclamait à Darwin la suite de l'origine des espèces. Bon, déjà, l'origine des espèces, il lui a fallu un temps infini pour la publier. Il avait peur des réactions. Ouais, il a fallu que ses proches vraiment le poussent au cul pour qu'il finisse par publier l'origine des espèces. Bon, il l'a publié. Elle a eu un succès phénoménal. Et il a vu les premières réactions. Et de réédition en réédition, les rééditions se sont suivies à quelques mois d'intervalle. 3 ou 4 éditions successives à quelques mois d'intervalle. Mais de réédition en réédition, il rajoute des trucs dans la préface, dans ceci, dans cela, pour se protéger contre les attaques, etc. etc. Bon, bref, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais la suite, tout le monde lui réclame la suite. Ah, et il a pris son temps, 12 ans. Et lui, Spencer, il n'a pas attendu la suite. Il a immédiatement... Tout le monde savait que la suite allait venir. Ça faisait l'objet d'un débat. Darwin lui-même publiait des articles dans lesquels il annonçait la suite. Ses amis disaient « il est en train de préparer la suite », etc. Bon, il la lui réclamait, elle ne venait pas, etc. Spencer savait tout ça. Ils étaient en relation, Darwin et Spencer. Ils n'étaient pas adversaires. Hein. Bon. Et
Et Spencer, eh bien, il a appliqué la théorie des espèces de la théorie de la sélection de l'origine des espèces au social. Là, le problème, Darwin s'est défendu de ça, il a fait savoir son désaccord. Est-ce qu'on peut dire mollement, peut-être, hein? Spencer n'en a pas tenu compte, il a continué son œuvre, qui est monumentale, hein, l'œuvre de Spencer, je ne sais pas combien ça prend. C'est un truc de fou, sur la psychologie et la sociologie. Bon, c'est un truc de fou. Bon, mais voilà, c'est un... Alors, il y a un personnage, un auteur en France qui détricote tout ça, c'est Patrick Thor. Il a été directeur de recherche au Muséum national d'histoire naturelle. Il a publié une traduction de l'origine des espèces et une traduction de la filiation de l'homme. Et aussi des ouvrages qui expliquent en quoi il faut se méfier, hein, par rapport à cette théorie de la sélection. Voilà, je n'en dis pas plus, ce n'est pas notre sujet. Donc le contexte philosophique, c'est comment philosopher après Darwin. Voilà. C'est Spencer qui défraie la chronique pendant très longtemps. Il va connaître un grand succès pendant plusieurs décennies, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis après, Spencer, eh bien, il est franchement oublié. Hein, ce n'est que maintenant qu'on reparle de lui, parce que, en réalité, on met en cause son travail. Il habite aux États-Unis? Ah, il est mort depuis longtemps. Non, mais d'accord, mais à l'époque. Mais à l'époque, non, en Angleterre. En Angleterre? En Angleterre. C'est pas un Américain. Ah oui, en Angleterre. Voilà. Et l'autre élément de contexte philosophique, c'est l'existence d'un courant qui vient de naître et qui s'appelle le pragmatisme, dont Dewey est l'un des fondateurs et Lippmann un des adeptes. Les deux, Lippmann et Dewey, ont aussi ce point commun, ils sont tous les deux des tenants du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est un courant qui peut se définir en disant qu'il prend comme critère par rapport au monde, par rapport aux choses, par rapport à l'action, la question des conséquences. Voilà. Il faut que ce que nous pensons, que ce que nous faisons, la façon dont nous agissons, débouche sur des choses viables, fonctionnelles. Donc la côté efficace. Efficace. Le contexte politico-culturel, c'est celui de la conflictualité sociale. Je l'ai évoqué il y a quelques minutes. La démocratie américaine, elle est déjà en crise. Il y a déjà 50% d'abstention aux élections. Début 19e, début 20e. On est déjà à 50% d'abstention. Je crois qu'aujourd'hui, on est encore au-delà. Hein. Je ne sais pas combien. À vrai dire, je m'en fous un peu, mais on est bien au-delà. Et le libéralisme, élément de contexte politico-culturel, le libéralisme est honni. En Europe et en Grande-Bretagne. Et Spencer surfe là-dessus. Il dit oui, le libéralisme débouche sur des choses affreuses, etc., etc. Mais lui, il ajoute aussitôt, le problème n'est pas qu'il y a trop de libéralisme, le problème c'est qu'il n'en a pas assez. Il faut en rajouter, il faut rajouter du marché, rajouter de la concurrence. Voilà, c'est ça l'axe de son travail, de son raisonnement. Bref, tout le monde se demande comment dépasser la phase dans laquelle le monde est plongé. Il faut dire aussi que je n'ai pas évoqué, mais
le monde a connu une longue dépression, une longue phase de dépression économique, des années 70 des années 1870 aux années 1890. Ça change selon que l'on prend l'Amérique ou l'Europe, mais le monde a connu ce qu'on a appelé la Grande Dépression. Donc, évidemment que là, c'est chômage, etc., etc. Donc, le libéralisme, il est honni. Voilà le contexte dans lequel Lippmann et Dewey vont intervenir. Je les présente rapidement. Dewey, il est né en 1859. Donc, dans les années 1920, il a la soixantaine. Il est sexagénaire. Lippmann, lui, est né en 1889, 30 ans plus tard. Dans les années 1920, c'est pas du tout pareil, il a 31 ans. Hein, c'est pas pareil. Dewey, il meurt en 1952, peu après la guerre. Lippmann, il meurt à 92 ans. Et Lippmann, lui, meurt en 1974. Ce n'est pas si loin que ça. Enfin, il y a quand même 50 ans. Et il meurt à 85 ans. Donc, on va dire qu'il y a un décalage, ça varie entre naissance et mort, mais de 25-30 ans, on va dire. Hein, une grosse génération entre les deux hommes. 25-30 ans de différence. Autre différence entre les deux, c'est que Dewey, c'est un psychologue et un philosophe, donc qui a contribué à la fondation du pragmatisme, je le disais tout à l'heure, figure majeure du pragmatisme. Il ne l'a pas fondé tout seul, il l'a fondé avec Charles Peirce et William James. Lippmann, lui, c'est tout à fait autre chose, c'est un journaliste, un écrivain, un intellectuel, un homme d'influence. C'est un passionné de politique étrangère, il va d'ailleurs apporter son concours à des hommes politiques en politique étrangère. Il va contribuer à la déclaration des 14 points qui décrit les buts de guerre des États-Unis pour la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc les États-Unis ont défini leur but de guerre en 14 points, et Lippmann est au cœur du groupe de travail qui a contribué à ça. C'est dire qu'il faisait partie, disons, du premier cercle des présidents des États-Unis. Lippmann n'est pas quelqu'un qui forge des systèmes comme Dewey. C'est plutôt quelqu'un qui utilise les idées des personnes qui croisent son chemin intellectuel, et qui fait son marché. Ce n'est pas un homme de système. Pour terminer de les présenter, Dewey et Lippmann sont des amis. Ce ne sont pas des adversaires, ils débattent, mais sans être des adversaires. Quand Lippmann fonde un journal en 1914, la première personne à laquelle il fait appel, c'est Dewey, pour lui fournir des articles régulièrement. Ils se situent tous les deux à gauche, enfin la gauche américaine, pas notre gauche européenne à nous, la gauche américaine, ce sont les libéraux, et qui veulent tous les deux refonder le libéralisme qui est honni de tous. Tous les deux, ils veulent fonder le libéralisme. C'est pas eux qui vont, dans les années 20, ils ne vont pas prononcer le mot magique néolibéralisme. Dans les années 20, dans les années 30, ce n'est pas encore le moment. Ce mot va arriver, mais pas à ce moment-là. Hein, il va arriver un peu plus tard. Voilà. Ils ont échangé dans les années 20, tous les deux, nos deux compères, sur la démocratie. Et dans les années 30, ils ont continué d'échanger, mais sur le libéralisme dans les années 20,
et dans les années 30, il continue sur le thème de la démocratie. En fait, ils échangent pendant quasiment un quart de siècle. L'un publie un livre, l'autre lui répond 2 ans, 3 ans plus tard, etc. Dans la trace écrite, vous avez la liste des livres de l'un et de l'autre qui est ordonnée en fonction des années de parution. Voilà ce qu'on peut dire très vite hein, de ces deux-là. Ils ont un point de commun de départ, c'est The Great Society, la grande société. C'est le grand thème de l'époque. C'est Graham Wallace qui l'a popularisé, un Anglais, un prof de Sciences Po en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Angleterre, je ne sais pas comment il faut dire. The Great Society, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est maintenant dans une société industrialisée, compliquée, urbanisée, avec des procédures sociales complexes. Là, c'est le chemin que vient de faire l'Amérique du Nord, que viennent de faire les États-Unis, the Progressive Era. Voilà, c'est ça, The Great Society, c'est ça, c'est l'état de la société où se trouvent les États-Unis. Et donc, pour Lippmann, comme pour Dewey, la révolution industrielle, eh bien, elle a créé une nouvelle situation. Une situation complètement inédite de désadaptation, qui requiert une action politique conçue comme une intervention artificielle, continue et invasive sur l'espace humain en vue de la réadapter aux exigences de son nouvel environnement. Voilà. Donc là, on a tous les mots magiques, s'adapter, hein, s'adapter, intervention artificielle, nouvel environnement, etc., etc. Donc les deux hommes partagent ce constat sur la grande société, The Great Society, mais il y a quelque chose qui les distingue, c'est qu'ils ne font pas la même lecture de Darwin. Je vais y revenir à plusieurs reprises. Et donc, on va dire, ils ont le même point de départ, The Great Society, et ensuite leur chemin diffère, bifurque. Ils ne tirent pas les mêmes conclusions. La lecture de Darwin qui diverge. Lippmann, lui, conçoit l'évolution comme une amélioration progressive des facultés transmissibles aux générations suivantes, transmissibles de génération en génération, grâce à l'hérédité des caractères acquis. On est presque sur des propos là, de Darwin. Avec cette lecture, l'homme n'a pas de rôle particulier à jouer. Il lui revient seulement de s'adapter sans résister. De s'adapter sans résister. Son rôle est strictement passif. Très important de bien retenir tout ça. On va revoir tout ça dans les positions que je vais présenter de Lippmann. Alors que chez Dewey, on a affaire à un évolutionnisme qui est continuiste. C'est-à-dire que pour Dewey, l'adaptation se fait par un processus d'action-réaction où l'homme joue son rôle, a son rôle à jouer. L'adaptation, elle est pour Dewey créatrice du fait de l'homme, créatrice et interactive du fait de l'homme. L'homme a son rôle à jouer. Et cette différence, elle se traduit dans une différence dans la conception du citoyen. Chez Lippmann, alors je vous indique, je reviens sur ce que j'ai dit, je m'inspire de l'ouvrage de Barbara Stiegler, Il faut s'adapter, sur un nouvel impératif politique.
Barbara Stiegler, ou bien je vous renvoie aussi à mon abrégé, hein, qui est dans mon blog, sur le site des Amis de la Liberté, où je rentre beaucoup plus dans le détail de tout ça. Là, je vous propose un résumé de résumé. Chez Lippmann, le citoyen a un rôle de spectateur, mot que nous allons retrouver. Et seuls les leaders se voient reconnaître le statut d'acteur. Seuls les leaders se voient reconnaître le statut d'acteur. Chez Dewey, au contraire, le citoyen est conçu comme un acteur à part entière de la vie politique, et c'est par lui, par le citoyen, ce citoyen acteur, que les interactions sociales se produisent. On voit bien qu'il est psychologue, hein, ça s'entend. Eh bien oui, quelque part, le côté psychologue de Dewey se fait sentir. Ah ouais. Et donc l'adaptation à la grande société, chez Dewey, elle se fait avec un rôle plein et entier pour l'homme, pour l'être humain, pour le citoyen. On a donc affaire à une adaptation par le haut chez Lippmann, une adaptation par le bas chez Dewey. Par le haut, c'est-à-dire par les leaders chez Lippmann, par le bas, c'est-à-dire par le citoyen de base chez Dewey. Voilà. Corollaire, pour ce qui est de Lippmann, corollaire de sa conception de l'adaptation par le haut, par les leaders. Corollaire, c'est le rôle qu'il attribue à la propagande. Dewey considère que les individus doivent être éduqués par les leaders et il appelle ça la propagande. Et Édouard Bernet intitule son livre Propaganda. C'est une époque où finalement le mot ne sent pas encore le soufre. Il finira par sentir le soufre. Parce que, comment il s'appelle le dirigeant allemand, propagande d'Hitler, Goebbels. Goebbels lit Propaganda de Bernet. Et il s'en inspire très directement. Bernet applique la propagande à la démocratie en fin de son livre. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, qu'il faut effectivement, en somme, encadrer la démocratie par la propagande. Oui. Ouais, c'est oui. très clair. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je vous recommande ce petit bouquin qui doit faire 200 pages. On peut le trouver sur Internet. Ah, on le travaille sur Internet? On le trouve, oui, là, ah, on en trouve une trad et on trouve aussi le texte original carrément en livre, donc c'est facile. D'accord. Les éditions Hommes l'ont publié avec une introduction de... Je me demande si elle n'est pas de Baillargeon, l'introduction, la préface de Propaganda. Bon, voilà les deux lectures différentes de Darwin qui débouchent sur une conception différente du citoyen. On va les retrouver tout au long. Hein. Alors maintenant, les thèses de Lippmann. Les thèses de Lippmann. Le premier ouvrage dans lequel Lippmann nous fait connaître ces thèses, c'est The Public Opinion, donc l'opinion publique. 1922. Donc, contexte d'après-guerre. Et contexte d'après-guerre, ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire que le rôle de l'État a été valorisé tout au long de la guerre. Les guerres mettent en avant l'État. Hein, qui dirige la société en période de guerre? C'est l'État. Et Lippmann reprend dans ce livre sa thèse du retard de l'espèce humaine sur le flux des événements. Donc, il assume sa critique frontale du modèle démocratique.
le peuple est à la ramasse. Le peuple est à la ramasse. Il est en retard sur l'évolution de The Great Society. La masse, il dit, la masse informe est soumise aux stéréotypes, elle est incapable d'autodétermination, et les solutions de Lippmann, quelles sont-elles? C'est une souveraineté partagée entre les représentants et les experts. Donc les représentants, démocratie représentative. Hein. Sûrement pas, il ne faut pas lui parler de démocratie directe, pas du tout. Hein, de démocratie participative. Non. Démocratie représentative, c'est-à-dire des représentants. Donc, ils sont dépositaires de la souveraineté concurremment avec les experts. Mais, dit Lippmann, c'est pas aux représentants que doit revenir le dernier mot, c'est aux experts. Pour Lippmann. Pas aux représentants, aux experts. Ils sont les seuls, d'après lui, pour lui, qui sont capables de réadapter l'humanité ou de lui indiquer le chemin pour se réadapter à son nouvel environnement mobile, imprévisible et mondialisé. Reste à rallier les masses, il faut leur faire une tête au carré, là, aux masses. Et bien, donc, la propagande, c'est ce que j'ai dit. Donc, la thèse, Lippmann dit cela comme ça, il dit les choses comme ça. Il faut faire de la propagande en direction des masses. C'est quand même une idée qui est défendable, c'est dit les décisions appartiennent aux spécialistes. Je pense par exemple à une centrale atomique, mais ce n'est pas un homme politique qui peut décider comment ça va marcher, qu'est-ce qu'on fait avec, il y a des spécialistes, ils peuvent conseiller après les hommes politiques. Mais que le rôle de spécialiste soit très important, ça me semble une question de bon sens. À condition que la démocratie fonctionne aussi. Ah oui. Parce que le simple citoyen est peut-être intéressé sur ce que c'est la centrale atomique. Bien sûr. Il n'y a pas que les spécialistes qui ont leur mot et les hommes politiques. Il y a aussi toute la société qui doit peut-être réfléchir sur qu'est-ce que la Et puis regarde... Ça veut dire toute une partie, la grande partie du peuple... C'est simple. Est-ce que si on admet qu'il faut des centrales atomiques, c'est évidemment les spécialistes qui vont diriger les centrales atomiques. Mais qui va nous dire, est-ce qu'il faut des centrales atomiques? C'est ça. Ça, c'est la compétence des incompétents, si j'ose dire. Oui. Ah oui, Et ça, c'est la démocratie. Je vois. Parce que... C'est pas de moi, hein, c'est la compétence des incompétents. On trouve ça chez Aristote. Hein. Ah d'accord. Ah ok. Bon, non, je vole pas les... Ok. Et puis, il y a aussi d'autres aspects. Bon, maintenant, il y a le fameux débat sur le réchauffement climatique, la protection de l'environnement, les risques qui sont liés au nucléaire. Donc tout ça, c'est quand même au peuple d'apprécier comment il arbitre par rapport à tout ça. Une centrale nucléaire, ça augmente la température de l'eau de X degrés. Ah oui, dans le Rhône par exemple. Dans le Rhône. Bon, de X degrés. À rajouter au réchauffement climatique, encore X degrés. Donc, il faut arbitrer ça. Alors que, il y a peut-être moyen... Alors là, moi, je ne suis pas justement expert, hein, donc, mais on peut s'entourer d'experts. Donc, il y a peut-être moyen de trouver une manière de produire de l'énergie sans centrale nucléaire. Oui, En faisant appel, peut-être à un peu plus d'hydraulique éventuellement, à un peu plus de solaire, à un peu plus d'hydrogène, Oui. parce que j'entends parler d'hydrogène, peut-être que l'hydrogène peut nous dépanner. Qu'est-ce que j'oublie là-dedans? Le vent. Le vent, voilà, le vent, parce que le nucléaire, La marée aussi. et la marée, Oui, la On a marée. fait des recherches On a déjà sur les marées. une belle centrale
marée motrice Ouais. à Dinard, Ouais. sur la Rance. Bon. Oui, Et qui, autant que je sache, enfin moi j'ai travaillé en Bretagne, autant que je sache, elle marche bien. Autant que je sache. Et donc, et puis aussi autre chose, c'est que le nucléaire, on le sait tous, ça a été l'objet d'une, comment on appelle ça, une chaîne, une industrie. Ah oui. Une, Retrouver l'uranium. c'est une industrie En du Afrique. nucléaire, avec tout Avec un tas de phases, l'uranium, et puis après, l'origine. il faut construire les centrales, il faut les maintenir, etc. Et ça rapporte des pépettes. Et puis tout ce, C'est tout un ce commerce. système, ça veut dire qu'il y en a qui se ferment leur gueule. Exactement. Le citoyen la ferme. Voilà. Bah, bon, pour dire les choses autrement, les spécialistes, est-ce qu'ils donnent des conseils ou est-ce qu'ils décident? Oui, justement, c'est la question que je me suis C'est- posée. c'est- Et plus en plus Alors, il le décide. spécialiste conseille, ça c'est une démocratie Oui. où le peuple effectivement peut participer et décider. Voilà. Sinon, on réduit la démocratie, et je pense que c'est tout à fait les thèses, Oui. à une simple sanction. Oui. Ah ben, Périodique, c'est la sanction. Tous les 4 ans. c'est tout à fait ça. Lippmann dit, le rôle du citoyen, c'est de voter quand il y a des élections. Voilà. Et Ah, après, voilà. tu C'est fermes la ta gueule. sanction. Et après, on fait ce qu'on veut. Et il ajoute, son vote ne vaut pas approbation d'un programme, Et voilà. Ah ouais. il vaut simplement Consultatif. approbation d'un leader. Oui. Ah, oui. Ah, C'est là, ça, la là. démocratie. C'est un piège énorme. Hein. Oui. C'est la C'est très démocratie. piégeant, ça. Ah, oui. Et entre les deux, Ouais, on ouais. n'en parle plus. Exactement. Bah, C'est oui, fou, mais ça. ça, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Faut Oui, pas- oui. Ah, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Bien sûr. Bon, Avec le tout le- programme, chacun sait très bien qu'il n'est pas appliqué. Bon, on s'en fout. Bon, le programme, c'est le bout de gras pour appâter le client. Bon, Ouais. Et donc il faut insister sur le fait que Lippmann franchit le pas que dit Jean. C'est-à-dire, lui il dit c'est les experts qui ont le dernier mot. Il franchit le pas. Il ne se cache pas derrière son petit doigt. Et c'est pour ça que je trouve que tout ça est intéressant à étudier, parce que ça montre que le libéralisme, qui va devenir le néolibéralisme, a un problème avec la démocratie dès ces années-là. Ah oui, ah oui. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait un siècle. Enfin, quand je dis un siècle, au moins un siècle. Parce que avec Spencer, le libéralisme a déjà, comment dire, des soucis à se faire. La démocratie a déjà des soucis à se faire. Mais bon, je ne remonte pas jusqu'à Spencer. Je me contente, sur le plan chronologique, au XXe siècle. Donc, voilà, donc le démos, arrêtez de nous casser les pieds avec le démos. Il a le pouvoir de dire oui ou non, un point c'est tout. Donc, démocratie intermittente. Voilà. Quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange. 3 ans plus tard, Lippmann publie The Phantom Public, le public fantôme. Et là, il dit « Ah, nom de Dieu, les masses résistent aux velléités des experts. » C'est quoi ce C'est truc? pas normal, ça. C'est pas normal. Et il rapporte ça, Comment peut-il se le permettre? il rapporte ça à la finitude humaine. Peut-être qu'il s'est retenu, il avait peut-être en tête la connerie humaine, mais il a dit la finitude humaine. Finitude, on est limité, quoi. L'espèce humaine, dit-il, ne dispose que d'un temps fini et d'une attention limitée. Ah, oui. Tu t'étais jamais fait cette réflexion, Edmond? Ah, mais je Dans- sais que je suis limité. Dans le Ça langage, me pose pas de dans le problème de langage le dire. d'aujourd'hui, on dirait que le budget temps du peuple ou du citoyen est limité et que chaque individu ne peut consacrer qu'un peu de temps aux affaires communes. C'est pas extensible à l'infini. Et Lippmann en conclut à l'inanité des notions de démocratie représentative et d'intérêt général. Alors, ne me parlez plus de ça.
Le mythe d'un citoyen éclairé et apte à trancher au sein de l'agora n'a aucun sens. Et il écrit carrément ceci. Le public doit être mis à sa place afin que les hommes responsables puissent vivre sans craindre d'être piétinés ou engorgés par le troupeau de bêtes sauvages. Non mais c'est un truc de fou ça. Très imagé, hein? C'est dingue, hein? Le citoyen, c'est ça. Ouais, voilà. Comment résoudre tous ces problèmes d'incompétence des citoyens? Est-ce qu'on va essayer de les résoudre par l'éducation? La tâche est tellement énorme, dit Lippmann, qu'elle ne peut conduire qu'à une visite touristique des problèmes du monde. Alors, est-ce qu'on va essayer de voir si on ne peut pas utiliser la morale, l'éduquer par la morale? Non plus, dit Lippmann, parce que la diversité des places des uns et des autres, et donc des points de vue, et donc aussi des intérêts dans la grande société, the Great Society, elle est trop importante. Il faut se résigner au conflit des normes et à la pléthore de codes moraux. Et il faut donc se faire à l'idée que la masse est informe, elle est informe, écartelée entre X codes moraux, chacun étant replié sur la sphère étroite de ses intérêts. Et il faut aussi admettre que chacun se forge ses opinions non par une réflexion autonome, la raison, l'esprit critique, etc., libre et intime. Je recommence. Il faut aussi admettre que chacun se forge ses opinions non par une réflexion autonome, libre et intime sous l'empire de la raison, mais surtout, ça c'est, on ne l'a pas rencontré souvent ce type de discours, mais surtout par imitation de journalistes, d'animateurs de radio, d'intellectuels, de personnes d'influences diverses et variées, dont il faisait partie d'ailleurs, parenthèse, que les hasards de la vie lui ont fait connaître ou rencontrer. France Inter. Et là, Lippmann remet en cause une première prémisse essentielle du modèle classique de la démocratie représentative, c'est celle qui est relative aux citoyens rationnels visant le bien commun. Ça, c'est une formule presque magique, presque toute faite, on va dire, formule bateau de la réflexion en sciences politiques, le citoyen rationnel visant le bien commun. Pour Lippmann, ça ne vaut rien du tout. Et il ne s'arrête pas là, puisque très logiquement, il dit dans la foulée que si les opinions des gens dépendent des groupes d'intérêt qu'ils ont pu connaître, alors on ne peut plus dire que les représentants politiques représentent la volonté générale des citoyens. Sophie Renaud indique que pour Lippmann, la tâche de l'élite dirigeante ne consiste pas à proposer des droits et des devoirs d'une manière à orienter les pratiques sociales vers la concrétisation d'un idéal sociétal, mais à traduire la volonté des groupes d'intérêt les plus puissants de la société, car sans cela, ces derniers recourront fort possiblement à d'autres moyens afin d'imposer leur volonté. Ah oui, c'est exactement valable pour les GAFA. Hein, ah ben, exactement. Donc ça aussi, c'est une citation qui résonne avec l'actualité. Pour Lippmann, les représentants politiques, tout comme leurs concitoyens, ne sont pas omniscients. Ils ont besoin d'experts qui les éclairent pour prendre leurs décisions. On l'a déjà dit plusieurs fois. Et nous en venons à un thème cher à Lippmann, donc, qui est celui des leaders experts, une nouvelle fois. Ce sont ceux qui étendent la partie, il appelle ces gens-là les insiders, qui étendent la partie, sont en mesure de résoudre telle ou telle catégorie de problèmes. Les autres, qui ne sont pas des insiders, ce sont des outsiders, les citoyens lambda, comme nous, infiniment plus nombreux. Les insiders, outsiders.
Contrairement aux citoyens, les experts peuvent intervenir sur le fond des débats, être acteurs dans les débats, parce qu'ils en maîtrisent les tenants et les aboutissants. Et je répète, pas les représentants. Je répète. Les citoyens, eux, éparpillés qu'ils sont en une multitude de publics divers et variés, avec des points de vue divers et variés, intéressés par presque autant de questions diverses et variées, allant dans tous les sens, eh bien, ils ne peuvent être que spectateurs. Le rôle des leaders experts et de la propagande dans ce contexte, c'est de rassembler ce qu'il y a de plus commun à ce que Lippmann appelle la masse hétérogène des désirs. Voilà. En fait, pour Lippmann, il n'y a pas de public avec un P majuscule, the public opinion. Il n'y a pas de public avec un P majuscule, tel que la tradition rousseauiste, par exemple, a pu nous le proposer. Le public, il est fantôme. Le public fantôme, le public est fantôme. C'est lui qui dérègle la démocratie en réalité. Et c'est lui qui lui interdit d'accéder à une forme adulte. Le public est fantôme. Donc pas de public. Il est incompétent, fragile, amateur, pressé, des termes que l'on trouve dans les ouvrages. Que peut-on attendre de lui? Que peut-on bien attendre de lui? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre des citoyens? Quelle vie publique conçoit-il? Eh bien, oui. Il y a quelque chose qui me semble presque normal et évident, que la période dont on parle, la grande masse du peuple, comme il dit, ce n'est pas des gens instruits, ils ne sont pas allés à l'école, ils ne sont pas fait des études. Donc en effet, comment on veut leur demander d'avoir des idées sensées, prendre des décisions? Si on se met au niveau intellectuel de cette période-là, oh là là, mais en effet, je veux dire, ce qu'il dit, il décrit quelque chose qui correspond à la réalité. Est-ce qu'il faut être instruit pour être un bon citoyen? Non, mais, bon, il y avait déjà à l'époque d'autres solutions, y compris dans le libéralisme. Bon, par exemple, quelqu'un qui est étranger à la tradition américaine, c'est Benedetto Croce, oui, qui a essayé de répondre à cette question. Ah oui. Bon, et qui, lui, dit que les partis politiques, leur vrai rôle, c'est précisément, en somme, d'étendre la vie politique et d'étendre un peu cette compétence des incompétents dont on parlait. Donc, les organisations, partis, syndicats, etc., Éducation populaire. c'est les formes d'éducation populaire du citoyen. Éducation populaire. Bon, alors ça pose beaucoup de problèmes. Bon, c'est une thèse, par exemple, qu'on a retrouvée, ça, Chez Gramsci. dans la deuxième internationale avant. Ah. Par exemple, bon, je sais pas, Kautsky en tête, et la social-démocratie allemande, c'était un parti d'Aufklärer, on l'oublie souvent, et pour qui précisément le parti était la source de cette éducation. Et il faut dire quand même que la social-démocratie allemande, quels que soient ses défauts, parce que bon, on sait sur quoi elle est tombée, etc., mais elle avait quand même 2 millions d'adhérents et elle arrivait à diffuser des idées, bon, avec des limites certaines, hein, bon, mais elle arrivait à un rôle de diffusion et de mobilisation quand même des masses. Et on l'a vu après. En France, par exemple, le Front populaire, ça a représenté une période, mais vous n'avez pas idée de libération et d'expansion culturelle d'un coup. Bon, qui passait, certes, par des formes qu'on peut juger aujourd'hui un peu surannées, ou même un peu primaires, les chansons, etc. Mais le cinéma, Jean Renoir, il y a eu toutes sortes de mouvements. Donc, cette version-là du libéralisme, il ne faut pas quand même se dire que c'est la seule, et que c'est la seule version de l'éducation populaire possible. Bon.
Au contraire, ce qui se passe après, c'est que, et là, bon, les socialistes y ont joué un rôle malheureusement, on restreint les partis à une direction, bon, et à partir de ce moment-là, évidemment, bah, les autres retrouvent un rôle passif. D'accord, et ça a été très tôt dans le mouvement ouvrier, c'est l'envers de ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il faut avoir... bon. Et quant au test de Lippmann, il y a un prédécesseur, c'est Gustave Le Bon. Ah, Ben oui, la psychologie des foules, ah on oui, trouve déjà pas mal de thèmes de ce type. La foule, c'est, elle peut rien construire, elle ne sait que détruire, etc. Et ça, c'était un effet de la naturalisation des phénomènes sociaux. Tu posais la question, comment philosopher après Darwin? Ben, il y a tout un courant qui a effectivement philosophé en naturalisant les phénomènes sociaux. c'est ça. Bon. Et du coup... Spencer le premier. Pardon? Spencer le premier. Ah bah, oui, mais pas Mais pas que lui. mais pas que lui. Pour prendre quelque chose qui n'est pas scientifique, bon, l'hérédité chez Zola, c'est quoi? Bon. Bah oui. Et pourtant, Zola n'est pas du tout un droitier à la mode Lippmann. Bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, donc là, non, ce qui est intéressant, c'est la façon dont justement lui dit en quelque sorte De tout haut. ce que personne n'ose dire. Oui. C'est ça l'intéressant. Sauf effectivement dans des régimes déjà extrêmement dictatoriaux, parce que ce qu'il dit, bon, ça pourrait rappeler des formules mussoliniennes, Mais bien sûr. etc. Tu as prononcé le mot de Benedetto Croce. Donc ça, c'est un philosophe italien qui est intéressant. Moi, j'en ai jamais parlé, mais c'est un type intéressant. Hein. Ah, tout à fait. Il a apporté un certain nombre de choses, y compris une réflexion sur le marxisme. Très tôt. Très tôt. Très tôt. Très tôt. En disant d'ailleurs que le marxisme scientifique était déjà mort, Oui, en particulier en oui. Italie. Mais c'est quelqu'un qui est Mais c'est- dont on peut conseiller la lecture, je veux dire. Ah bah, complètement. Pour une réflexion marxiste, j'entends. Oui, son livre sur la vie et mort du marxisme Voilà. scientifique en Italie. Alors, D'un autre- oui, vas-y. d'un autre niveau, il y a aussi l'éducation des masses populaires à travers les cellules. Et la partie communiste a fait un travail Bien à sûr, l'époque bien sûr. très important à ce Ah, niveau bien sûr. pour l'éducation et, Ah, voilà. et former les populations Ah, bien sûr. Bien sûr. des masses populaires. Une Bien idée sûr, sociale Ça a démocratique. participé. Je sais qu'on a laissé un peu tomber ce Ah bah oui, Oui, oui. c'est bien dommage. À la sortie, C'était très important. à la sortie de la décennie 1920, on va dire, parce que la décennie 1920, le parti est encore en gros une secte. Mais à partir de la décennie 1930, en lien d'ailleurs avec des orientations staliniennes qui permettent une évolution, le parti fait des ouvertures aux autres partis de gauche, etc. etc. Ah bon, on ne va pas se lancer là-dedans, c'est un truc de fou, mais le Front populaire, c'était une étroite fenêtre de tir qui a été autorisée par Staline finalement. Hein. Et puis quand Staline, ça lui a chanté, il a refermé la fenêtre de tir. Enfin, bref, ça on est vraiment hors sujet, mais l'éducation populaire, décennie 1930, alors la décennie 40, bon ben on n'en parle pas, je n'ai pas trop d'idées sur l'éducation populaire pendant la décennie 40, mais après, à la sortie de la guerre, oui, hein, il y a un gros effort. Elle est considérable. J'ai juste évoqué un point souvenir personnel, si j'ose dire. Je souhaiterais que beaucoup d'universitaires français actuels aient la connaissance de Marx qu'avait mon oncle, qui était un ouvrier, c'était un ferronnier. Bon, un des héritiers des ferronniers du 19e, un type très qualifié dans son boulot, mais je leur souhaiterais qu'ils s'en sachent autant. De toute façon, quand on regarde Georges Politzer, là, les principes élémentaires de philosophie, ce truc-là,
il a eu un succès. C'était le chevet, tout le monde avait ça. Tout le monde avait ça. Ben, bien sûr. Hein. Moi, quand j'ai adhéré au parti en 1970, ben, tous les copains, ils avaient ça. Dans la cellule, ouais. Moi, j'ai eu ça en 64, Ben oui. parce qu'il y avait l'école des cadres, mais en dehors de l'école des cadres, toutes les cellules formaient les militants. Bien sûr. Marc, Saint-Diac, le livre. Et voilà. Mais aussi parce qu'il y avait par exemple des journaux ou des journaux de cellules. Donc les types non seulement étudiaient, mais par exemple ils écrivaient des articles. Bon, donc il fallait essayer d'argumenter. Bien sûr. J'ai cherché quelque chose qui est vraiment parlant. Le taux de scolarisation en France en 2010, 12%. Le taux de... Scolarisation en France en 2010, 12% sont scolarisés. Ça a un rapport avec ce que je dis. Si on a des grandes masses qui ne sont pas scolarisées, ils ne vont pas apprendre des choses, ils ne vont pas apprendre à réfléchir. Ah oui, c'est ça que je disais. Il y a la grande masse qui n'était pas du tout capable à réfléchir, à analyser, synthétiser les choses, puisqu'on ne leur a pas donné l'occasion. C'est sûr. C'était très pratique d'avoir des grandes masses manipulables avec une bonne propagande. Alors, Regardez ça, 12%. donc ça veut dire que, par exemple, les campagnes électorales, on s'en fiche. À quoi bon des campagnes électorales? Ça n'a aucun intérêt. On ne va pas étudier en long, en large et en travers les programmes des uns et des autres. Non. Ce qu'il faut regarder, c'est la trombine de l'individu. Est-ce qu'il a du charisme? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il a une trombine acceptable, etc. Est-ce que c'est un leader fiable? Voilà. Mais nous y sommes. Nous y sommes. On a élu qui? Un genre idéal. C'est le culte de la personnalité. C'est le culte de la personnalité. Attends, laisse-moi dire ça. Le programme Il- politique, il- l'idéologie. Attends, Il cause Yeah. bien, il cause bien. Vas-y. Il est beau. J'ai entendu il est beau. Non mais le pire c'est que c'est vrai qu'il parle bien. Attends, écoute-moi. Vas-y. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'il dit Oui. là, Lippmann, hein, le rôle du public On recolle les morceaux. ne consiste pas à exprimer ses opinions, Vu qu'il en a. mais à s'aligner ou non derrière une proposition ou un groupe. Nous devons donc adopter une théorie démocratique selon laquelle le peuple prend parti pour ou contre des individus qui, eux, gouvernent. Voilà. Donc, voter, ce n'est pas se prononcer pour des idées, mais c'est une promesse de soutien. C'est comme le Téléthon, une promesse de don. Soit une démocratie réduite aux élections, une démocratie intermittente, j'ai déjà prononcé l'expression tout à l'heure, et sans campagne électorale, en tout cas pas des campagnes électorales qui passent au peigne fin les programmes des candidats. En plus, ça coûte des sous. Voilà. Alors, On remonte. Alors, les candidats, dit Lippmann, doivent plutôt chercher à former un consensus autour de leur candidature en recourant à d'autres moyens. Ces moyens consistent à créer une unité émotionnelle par la manipulation des symboles. donc on revient, c'est toujours pareil, c'est les experts en communication. Hein. C'est les experts en communication qui l'ont. En propagande. Voilà. Et il a la formule, hein, il a la formule. Comment il appelle ça? Manufacture of consent. Je parle très mal d'anglais, je suis très bien en français d'ailleurs. Manufacture du consentement. Manufacture du consentement. C'est c'est quoi le consentement. cette expression? C'est le titre d'un livre Super. de Noam Chomsky. Ah, Noam Chomsky a repris. Cette formule, elle n'est pas de Noam Chomsky. Le livre de Noam Chomsky qui s'intitule La manufacture du consentement. Cette formule n'est pas de Noam Chomsky, elle est de Walter Lippmann. Il faut bien le voir.
C'est bien trouvé comme expression, je Bien trouve. sûr. Hein. La Alors, manufacture, ça produit quelque chose. On est donc sur une conception de l'homme fort, pour situation de crise. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Mais la crise vient peu de temps après. Non, mais dans notre histoire de France récente, contemporaine, Le Covid. non, un peu plus en amont, mais c'est De Gaulle. Ah. C'est De Gaulle en 59, c'est l'homme fort qui arrive et qui dit je vais sauver la France, etc. Providentiel. L'homme providentiel. Voilà. Et sachez que De Gaulle et Lippmann se connaissaient. Attention, ils se connaissaient, ils correspondaient. Et ouais, bien sûr. Donc, si on se résume, on a, face à la crise des démocraties dans les sociétés industrielles, Lippmann propose un modèle qui allie gouvernement des experts, manufacture du consentement, deuxièmement, et troisièmement, démocratie minimaliste, que j'ai aussi qualifiée d'intermittente, purement procédurale. Cette proposition aura une grande influence sur la pensée politique américaine et plus largement sur la formation des élites dans l'ensemble du monde. Dans l'ensemble du monde. Et elle va donner lieu à un vif débat avec Dewey. Et j'en viens maintenant aux thèses de Dewey. Donc, Dewey prend connaissance des ouvrages de Lippmann. Il répond à Lippmann en 1927 dans un livre qui s'appelle The Public and Its Problems, le public et ses problèmes. Lippmann dresse un portrait du fonctionnement de la société américaine. Ça, c'est Dewey qui parle. Et des enjeux concernant la citoyenneté particulièrement éclairants. Dewey croit également que la perpétuation des prémices de la démocratie représentative nuit à une compréhension approfondie des problèmes politiques contemporains. Et comme Lippmann également, Dewey constate que le modèle de démocratie de Jefferson, imaginé au temps de l'Amérique rurale, hein, des petites communautés rurales d'agriculteurs propriétaires, hein, le Far West, quoi, si vous voulez, et bien que ce modèle n'est plus adapté à la grande société, à la Great Society. Mais il ne le rejette pas globalement pour autant. Au contraire, il va chercher à acclimater ce modèle des petits propriétaires en reprenant deux aspects particuliers du modèle jeffersonien. Alors Jefferson a fait partie de ce qu'on appelle les fondateurs, hein, des institutions américaines. Donc la première chose qu'il reprend du modèle de Jefferson, c'est l'idée de communauté. L'idée de communauté et de son idéal démocratique. Démocratie participative, démocratie directe. Si les procédures jeffersoniennes conçues pour des agriculteurs propriétaires ne valent plus, dit Dewey, mais par contre, l'idéal de liberté et d'égalité, lui, il demeure pertinent. Je ne sais pas où tu es. Hein. Ah, oui, la communauté, dit Renaud, est une association où tous les membres exercent leur liberté. En son sein, chaque membre participe à l'identification des problèmes qui nuisent à l'atteinte de son bonheur. Ça répond un peu à ta réflexion tout à l'heure, et puis à laquelle réagissait Michel, sur, disons, la capacité, ou quand tu parlais de capacité des incompétents. Hein. Donc là, on voit tout de suite hein, que Dewey se démarque là, hein, commence à se démarquer. Les membres de la communauté, dit Dewey, ils se mettent d'accord sur une définition du bien commun par l'interaction et la communication. L'interaction et la communication. C'est cette interaction et cette communication qui donnent leur sens à la communauté. Un sens donc a posteriori, qui suit la définition du bien commun. Deuxième aspect de la technique jeffersonienne
que Dewey reprend, qu'il veut garder, c'est l'approche morale, mais sans la posture déiste. Chez Jefferson, évidemment, la morale débouche, la morale et la religion sont mêlées. Chez Dewey, non. Dewey, lui, il fait un sort particulier à la morale. Pour Dewey, la tradition américaine est une tradition morale. Les attaques contre elle impliquent des problèmes moraux et ne peuvent être résolus que sur des raisons morales. Et dans Le public et ses problèmes, Dewey indique que l'agir humain produit deux types de conséquences. Parfois, les conséquences sont circonscrites à ceux qui prennent directement part à la transaction qui les produit. Dans d'autres cas, elles s'étendent bien au-delà de ceux qui sont immédiatement occupés à les produire. Et dans le premier cas, alors le premier cas c'est quoi? C'est les conséquences circonscrites, hein, je le rappelle. Dewey parle de transactions privées. Et dans ce cas, indique Renaud, seuls les individus directement concernés par les conséquences de l'action doivent s'entendre sur la façon de les contrôler. Je suis en train de me rendre compte qu'on cite Sophie Renaud. Je n'ai pas dit que Sophie Renaud, c'est une étudiante de l'université de Laval, au Québec, qui a produit un travail sur le débat Lippmann-Dewey. Donc je l'ai utilisé aussi concurremment avec Barbara Stiegler. Et dans le second cas, donc je reviens, dans le second cas, donc ce sont les conséquences élargies. Élargies, comprenez au-delà de la communauté. Hein, on parle de la communauté. Élargies au-delà de la communauté. Eh bien, Dewey, il parle de transactions publiques. Et dans ces transactions publiques, il distingue deux dimensions, une dimension passive et une dimension active. La dimension passive, Dewey définit d'abord le public de la transaction publique comme l'ensemble de ceux qui sont affectés par les conséquences indirectes d'une transaction. Donc là, on a la dimension passive. Mais il ajoute aussitôt, il y a des gens qui réagissent. Il n'y a pas que des gens qui restent dans une démarche ou dans une posture passive. Il y a aussi des gens qui réagissent, qui s'insurgent, qui protestent, etc. Oui, je pense à un exemple concret, la pollution de l'air. Il peut y avoir des gens qui se disent « moi, c'est pollué, d'accord », et d'autres qui ont envie de réagir. Voilà, il y a des gens qui estiment... Ça affecte quand même tout le monde. C'est ça. C'est tous les gens qui estiment nécessaire de s'occuper des conséquences. Hein, j'ai défini tout à l'heure cette position par la théorie des conséquences. Donc il y a des gens qui veulent s'occuper des conséquences et ne pas se contenter de les subir. Oui. Et donc, ce sont des individus qui réagissent et qui sont dans une attitude active. Donc, transaction publique, vous avez des gens qui sont passifs et des gens qui sont actifs. Il élargit ensuite cette notion de transaction publique à tous les organismes, même, c'est Dewey qui fait ça, il élargit cette notion de transaction publique à tous les organismes, même à ceux qui sont extérieurs aux transactions concernées, dans les communautés diverses et variées, qui se sentent concernés et qui éprouvent quelque chose par rapport à ça, qui ont envie de réagir. Et c'est dans ce mouvement d'élargissement que Dewey définit le politique. Donc il part de la communauté, hein, voyez le mouvement de mes bras, il part de la communauté, transaction privée, transaction publique, il élargit encore, alors transaction publique, j'ai dit, il y a les passifs et les actifs, et on peut imaginer que ce sont plutôt les
actifs que les passifs qui permettent le passage à la politique. Donc il a une conception bottom-up. Bottom, c'est le bas, up, c'est le haut. Bottom-up. Une conception bottom-up du politique et de l'État. C'est comme ça qu'il voit l'émergence du politique. Et on comprend aussi, à partir de là, que chez Dewey, l'État, dans ce cadre-là, eh bien, il est le gardien d'un intérêt commun qui est sans cesse en train d'être redéfini. Parce qu'il y a toujours les chaudrons à la base qui bouillonnent. Vous voyez ce que je veux dire, les communautés. Il y a toujours les communautés qui s'agitent, qui s'agitent, qui s'agitent. Et donc, l'intérêt commun de chaque communauté est toujours susceptible d'être redéfini. Et l'intérêt commun de la communauté globale, lui aussi, est toujours susceptible d'être redéfini. Donc, un État qui est toujours en train d'être adapté aux besoins et aux demandes changeants de la société. Et d'autre part, cet État ne trouve pas sa légitimité dans la raison transcendantale, parce qu'elle est où la raison transcendantale? Elle est en haut, je l'ai dit. Ça vient d'en bas, ça vient d'en bas. Donc, ce n'est pas la raison transcendantale qui explique ou qui légitime l'intérêt commun que l'on définit. Non, 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 non. C'est ce processus bottom-up incessant qui y contribue. Ça, c'est Ça nécessite. ce que Trump a fait. Il a mis beaucoup de personnes à très bas le conseil dans un petit village, dans les villes. Il a mis les juges aussi pendant son mandat. Mais vraiment, vraiment, c'est ça qui fait peur chez lui. Il a innové dans ce domaine? Comment? Il a innové dans ce domaine? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé les gens de son optique politique Oui. dans le grassroots, vraiment à la base, à la oui. racine. Oui, oui, oui. Et même le conseil de classe dans les écoles et toutes sortes de choses. Ah bon? Très locales. Et ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur parce que ces gens-là, ils sont fervents pour Trump. Oui. Malgré tout qu'on entend tout le temps. Il fait exactement ça de le bas. Voilà, c'est la première fois que j'entends dire ça, c'est Ah important. bon? Ah. C'est important. Ah non, c'est très important, c'est très Il charmant. faudra que je cherche quelque chose à creuser là. Ouais. Oui. Oui. Parce qu'effectivement, on se demande pourquoi Trump est toujours aussi Oui. populaire. Mm. Ouais. C'est que la base. Vraiment, les plus simples postes que tu peux avoir dans une communauté, il a poussé les gens d'entrer. Il a dit, justement, vous pouvez réagir à votre niveau. C'est pas que les ministres. Il n'a pas inventé des nouvelles fonctions. Non. Il a habité. Mais il ne connaît pas tout ce que vous avez de dire. Parce que lui, il ne lit pas. Ah oui, d'accord. On ne veut pas donner trop de crédit à là. Mais là, les gens qui Il a des conseillers. le conseillent de faire ça comme ça. Oui, oui, oui. Pardon. Donc, avec Dewey, on est donc passé, par rapport à Lippmann de tout à l'heure, on est passé dans un autre monde. Bien. Parce qu'on n'a pas les mêmes. Non, parce que. On n'a pas les mêmes papiers, en plus. On n'a pas la même page. Oui, puis Alors. on débat, mais Oui, on on raccourcit. bifurque. On raccourcit. Mais on s'aime quand même. Ah, aussi. Dans un autre monde, parce que là où Lippmann restreint le politique au respect procédural des règles en cas de crise, Dewey soutient, lui, que sans la transmission de l'expérience sociale et politique pour la communication du public avec lui-même, l'espace humain sera condamné à en rester au tâtonnement maladroit de l'essai et de l'erreur.
Voilà. Mm. Ça aussi, ça sent le darwinisme. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Donc là où Lippmann stigmatise la résistance au changement des masses, Dewey l'impute cette résistance au changement aux élites. C'est quand même très différent. Aux élites anciennes qui s'accrochent à des procédures, etc. Qui ne veulent pas renoncer aux formes politiques qui sont installées et qu'elles ont contribué à instaurer. À quoi Dewey ajoute la question du retard des idées qui reflète à ses yeux les susnommées formes politiques surannées dont je viens de parler. Lippmann, à ses yeux, incarne les deux à la fois. Pour Dewey, Lippmann incarne le retard à tout point de vue. Voilà. Bon, donc là, j'ai présenté les thèses de Lippmann et de Dewey, et nous allons passer directement au bilan. Aujourd'hui? Oui. Ah oui. Ben là, il est 8 heures. Hein, 8 heures. Donc on va faire un bilan des accords et des désaccords entre les deux. Dans la trace écrite, vous trouverez quelques pages intitulées « Les sources biologiques du conflit ». Donc là, je reviens sur la question de l'interprétation du darwinisme. Mais là, je l'ai passe. Donc les points d'accord, bilan des points d'accord, tous les deux, ça a déjà été dit, sont des pragmatistes qui s'attachent à ce qui marche, à ce qui fonctionne, même si évidemment c'est une façon de présenter les choses simpliste, et ils sont adeptes, ça c'est plus sérieux, de la méthode des conséquences. Tous les deux pensent qu'il faut reformuler les prémices de la démocratie pour les adapter à la Grid Society, ils sont d'accord là-dessus. Tous les deux, fidèles en cela à la tradition américaine, ont une conception de la société sans instance politique totalisante, la raison, les valeurs, que sais-je encore. Il n'y a pas de tout surplombant pour eux. Pour l'un comme pour l'autre, l'État ne porte donc pas de grand récit. Il n'y a pas d'ordre sociétal transcendantal. En cela, ils sont en avance sur nous au moins d'un demi-siècle. Nous, on va y arriver, mais bien plus tard. Et tous les deux proposent le même type de régulation sociale. Tous les deux, d'après Sophie Renaud, surmontent les failles du modèle de la démocratie représentative en proposant une régulation culturellement communicationnelle. L'un et l'autre, ajoute-t-elle, s'inscrivent ce faisant dans l'engouement organisationnel, managérial de leur époque. Voilà. Donc l'État revêt une dimension technicienne, en réalité. Il est moins politique que technicien, chez tous les deux. Mais cette dernière dimension technicienne, elle est quand même plus évidente chez Lippmann encore. Bon, je reviens sur l'appel aux experts, plus évidente chez Lippmann que chez Dewey, certainement. Chez Dewey, il y a un rejet des experts, mais c'est quand même bien l'État qui est le gestionnaire des conséquences des transactions entre les individus. Voilà pour les points d'accord. Les points de désaccord, c'est la lecture de Darwin. Je vous renvoie à la trace écrite. Et la grande différence, qui est que là où, pour organiser la cohésion sociale, Lippmann fait appel aux experts, Dewey, lui, est plus proche d'un schéma jeffersonien. J'ai dit les points qu'il reprenait de Jefferson. Je vous renvoie là aussi à la trace écrite. Et Sophie Renaud, elle dit que Dewey fait un gros reproche à Lippmann. Le gros reproche que Dewey fait à Lippmann, dit Sophie Renaud, est d'assujettir les membres de la société à la puissance décisionnelle de l'élite dirigeante. Donc, en résumé, beaucoup de points d'accord et beaucoup de points de désaccord. Et pour terminer très rapidement, en 1935, le débat entre les deux hommes va glisser
sur le thème de l'avenir du libéralisme. Dewey publie Libéralisme and Social Action, auquel Lippmann répond en 1937, 2 ans seulement après, avec un livre qui s'appelle Inquiry into the Principles of the Good Society, enquête sur les principes de la société bonne, et non pas de la bonne société, de la société bonne, qui va être... les Américains disent The Good Society, ils résument The Good Society. Le livre, c'est intéressant de le savoir, publié en 1937, le livre est traduit en français dès 1938 sous le titre La Cité libre aux éditions de Médicis, qui existent encore et qui vivotent et qui existent encore. Et La Cité libre, eh bien, c'est le livre qui va être le support du colloque Lippmann d'août 1938 à Paris. Et le colloque Lippmann, c'est le sujet de notre prochaine conférence. En novembre. Voilà. En novembre. Donc là, et c'est là que va apparaître le mot néolibéralisme. Je le dis par avance, je lève le suspense. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous remercions de votre attention. C'était passionnant, ça. Bien. Alors, je vais vous dire tout ça. Le 8 novembre. Oui, Le, oui, je pense. le 8 novembre. J'avais noté. Je regarde aussi. Hop là. Je crois. Le 8 novembre, 8 et 22. 8 et 22.